Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Justine Rist. Bonjour. Bonjour David. Directrice générale de YouTube pour la France. On parle d'un chiffre qui est paru dans tous les médias, qui a été repris sur ces formules payantes de YouTube qui ont séduit 80 millions d'abonnés. C'est 30 millions de plus qu'en un an. On est à l'échelle évidemment de la planète et pas de la France. Est-ce que c'est au-delà de vos espérances ? C'est un très bon signal. Vous savez que cette partie-là dont on parle ici, c'est la partie à l'abonnement. Oui, payant. Entre 10 payant, et 12 euros par mois. 10 et 12 euros, exactement. Au départ, YouTube est une plateforme d'accès gratuit basée sur la publicité. On a 2 milliards d'utilisateurs dans le monde chaque mois. Donc cette activité payante, elle correspondait à un besoin d'un certain type d'utilisateurs qui voulaient pouvoir avoir un usage sans publicité, en arrière-plan, offline. Et on est très content parce qu'effectivement, depuis 4 ans, 80 millions d'utilisateurs, avec ce chiffre qui ne cesse d'augmenter, 50 millions l'année précédente. Ça prouve que ce modèle d'hybride et d'usage complémentaire, soit gratuit, soit payant, a tout à fait sa place. Il y aura un équilibre un jour en termes de revenus entre les formules gratuites et la formule payante, entre la pub d'un côté et l'abonnement de l'autre. Aujourd'hui, ça pèse combien d'ailleurs dans les comptes aujourd'hui? Je vous dis 2 milliards 80 millions. Oui. Donc on voit que voilà, c'est vraiment une fraction. Le but, c'est vraiment, nous, de suivre les demandes des utilisateurs. Chacune de nos innovations sont drivées, sont poussées par ce que nous demandent les innovateurs, donc les utilisateurs. Donc on verra bien à terme comment tout cela évolue. Le cœur de notre métier, quand même, YouTube existe depuis 17 ans et le cœur de métier est basé sur la publicité. Comment vous expliquez cette accélération des abonnements sur un marché qui est concurrentiel? Pardon, mais il y a du monde. Il y a Deezer, Apple Music, Amazon Music, j'en oublie, et Spotify, bien évidemment le plus gros. Je pense que c'est plusieurs facteurs. C'est d'abord la qualité d'une expérience utilisateur. À l'intérieur de l'abonnement YouTube Premium, vous avez tout l'univers de la musique. Et lorsque vous allez sur YouTube Musique, vous avez autour d'un artiste... 100 millions de titres. Vous avez non seulement les titres, mais vous avez tout l'environnement autour de l'artiste, les backstage, les contenus que l'artiste fait lui-même. Vous avez une profondeur de contenu qui existe nulle part ailleurs. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que dans un univers, et en particulier en France, où quand même la concurrence est très installée, et tant mieux, chacun trouve son parti et ses usages et sa place. Ouais, sur ces 80 millions d'abonnés, ça inclut les utilisateurs qui sont en période d'essai, donc gratuits. On sait combien resteront au-delà de cette période offerte gracieuse? Alors, on ne communique pas sur les chiffres entre ce qu'on appelle les trials, ceux qui essayent et ceux qui convertissent. Mais vous avez une vague idée quand même, non? Oui, enfin, on est sur des transformations et des ratios tout à fait sains. C'est de l'ordre de 1 sur 2? Je ne pourrais pas vous donner... je pourrais pas 6 vous donner sur 5 Mais voilà, vraiment, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est 80 millions après 4 ans de lancement, un usage qui continue de se déployer, et YouTube, il faut l'appréhender dans son ensemble, une plateforme, 2 milliards d'utilisateurs. YouTube Music, YouTube Premium, service payant qui vous permet d'être numéro 3, c'est numéro 3 mondial, c'est ça? J'ai regardé les chiffres, c'est compliqué de comparer des plateformes de streaming musical payantes. Oui, bah alors après, c'est numéro 3 ou numéro 4? Il faut Spotify plutôt... premier, 200 millions d'abonnés. Voilà, après vous avez... C'est compliqué de citer les concurrents? Non, pas du tout, pas du tout. Vous avez Apple et Apple Music derrière, qui communique plus d'ailleurs, qui communique plus vraiment sur ces. Non, mais je pense que. Ils sont Amazon, pardon, Amazon Music, parce que j'arrive pas à avoir les chiffres. Ah je sais pas, il faut leur demander. Ouais, d'accord. On regarde pas la concurrence. Mais bien sûr que si, et on vit tous ensemble la concurrence. On voit bien aujourd'hui que le monde de la technologie, le monde des plateformes est extrêmement riche. Et je reviens un peu sur YouTube puisque c'est ce que je représente et la grande histoire qu'on raconte. YouTube a été créé en 2005. 2005, donc ça fait 17 ans d'existence. Aujourd'hui, YouTube en France est la première destination vidéo. C'est 40 millions d'utilisateurs chaque mois. On a fait notre rapport d'impact économique parce qu'on est dans Ecorama. Ce qui nous importait, c'est de comprendre quelle était notre contribution. 650 millions d'euros de contribution au PIB français. Vous savez de combien est le PIB français? Le PIB, vous qui aimez les chiffres. Le PIB français, c'est une très bonne question. Nous sommes à plusieurs... Dites-le-moi, vous qui êtes expert. 2500 milliards d'euros. Oui.
Donc 650 millions d'euros, c'est très bien, tant mieux, et ça se traduit en emploi, vous allez en parler. Mais c'est négligeable quand même, je veux dire. Et tant mieux, on prend, mais je veux dire à l'échelle du PIB. Pardon, mais négligeable. Mais c'est vous qui faites le rapport au PIB, c'est pour ça. Oui, non, mais parce que c'est important de voir combien on se mesure par rapport au PIB. Et nous, notre ambition pour YouTube en France, c'est de soutenir la création française et la créative économie française. Quand on voit qu'on a contribué l'année dernière, enfin en 2021, à 650 millions et plus de 20 000 emplois équivalents temps plein, c'est quand même pas rien. C'est un écosystème. Ils vont où, ces 650 millions d'euros dans la poche de qui ? C'est à la fois ce qui va directement en contribution directe dans la poche des détenteurs de chaînes. Vous savez que notre modèle économique, il est basé sur plus de la moitié du reversement de nos revenus aux détenteurs de chaînes, ceux qui ont des chaînes sur YouTube. Et puis ensuite, revenus indirects. Lorsque vous êtes un créateur, un YouTuber, un média, vous allez avoir ce que vous faites sur YouTube et toucher les revenus publicitaires ou premium. Mais vous allez aussi voir toute l'activité que vous avez déployée autour de cette, on va dire, ancrage principal. Vous avez une boutique en ligne, vous êtes la plupart du temps, les youtubeurs sortent des livres, ont des magasins, ont même des restaurants. Ce sont des chefs d'entreprise. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en 15 ans d'existence, YouTube a accompagné tout un secteur de la création et de la nouvelle création qui s'est professionnalisé et qui est pérenne. Et on est quand même très fiers de ça. Après, ce qui est intéressant, quand on regarde un petit peu ce que vous faites, donc YouTube Premium, 12 € par mois, qu'est-ce qui est, au-delà de l'expérience client, vous l'avez un peu évoqué, qu'est-ce qu'il y a de plus ou de moins par rapport, encore une fois, à un Spotify ? C'est l'expérience au-delà du catalogue, 80 millions, 90 millions de titres chez moi, 100 millions chez toi, au-delà de ça ? Mais je pense que... Ou est-ce que tout le monde se marque à peu près Encore une fois, prenons un pas de recul. La nouvelle approche de YouTube, enfin qui continue d'être complètement dans sa lignée depuis toujours, c'est nous suivons les usages. Nous avons lancé il y a 2 ans une fonctionnalité qui s'appelle Shorts, qui vous permet de créer des contenus 15 secondes verticales. Court. Rémunéré. Voilà. 45% va... 45% dans la poche des créateurs. Mais 2005, YouTube est créé. 2011, je peux faire des lives sans limitation de durée. 2016, YouTube devient accessible depuis les écrans de télévision. L'écran de télévision, c'est aujourd'hui le 2e canal de consommation de YouTube en France. Et ça, c'est hyper intéressant parce que derrière cet usage écran-télévision, c'est de l'audience conjointe, des 7 à 77 ans. Et puis, il y a 2 ans, YouTube Shorts, aujourd'hui 1,5 milliard d'utilisateurs chaque mois, 30 milliards de vues chaque jour. Donc, c'est un usage qui s'est très installé. Et toute cette offre-là, toute cette expérience-là, on la retrouve que ce soit sur l'offre gratuite ou que ce soit sur l'offre premium. Donc c'est en fait cette richesse d'expérience utilisateur et de richesse de format et de contenu que les utilisateurs viennent chercher. On est mieux rémunéré quand on édite des contenus courts, des formats courts sur YouTube, donc 45% des recettes, donc sans limitation de plafond, générées par les vidéos qui sont reversées aux créateurs. C'est plus que TikTok, parce qu'il faut qu'on parle de TikTok, évidemment, même si vous n'aimez pas qu'on parle de la concurrence, et je peux le comprendre. Vous êtes mieux disant. Moi, j'adore qu'on parle YouTube est la seule plateforme qui, depuis sa genèse, a un modèle économique de partage de la valeur à ses créateurs. Mais on est rémunéré aussi sur TikTok. Oui, mais alors déjà d'une manière un petit peu différente. Et encore une fois, pour parler de ce qu'on a fait, depuis que nous avons été créés, plus de la moitié de nos recettes publicitaires sont reversées aux détenteurs de chaînes. Dans cette logique multiformat, s'appuie aussi cette logique multi-revenu. On a créé Short il y a 2 ans. À partir de janvier, cette logique... Oui, je ne l'ai pas dit, c'est à partir de janvier. Voilà, à partir de janvier, ce principe de partage des recettes va aussi s'appliquer à Shorts, 45% des revenus, vous l'avez expliqué. Sur les 3 dernières années, on a reversé 50 milliards de dollars aux détenteurs de chaînes. C'est comme ça qu'on est un contributeur pérenne et c'est pour ça que des youtubeurs d'il y a 15 ans, je pense à Cyprien, je pense à Norman, je pense à Squeezie, aujourd'hui sont totalement établis en tant que chef d'entreprise professionnel. Un Hugo Décrypte, un confrère chez vous, qui on peut parler aussi de la révolution de la Next Gen News qui se passe sur YouTube. Hugo Décrypte, qui était étudiant à Sciences Po en 2015 et a monté sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise qui a une vingtaine de salariés, qui a toute une rédaction et qui est, d'ailleurs, je crois qu'il y avait une enquête des Échos la semaine dernière qui était intéressante, qui disait que dans le rapport des jeunes à l'information, ce type de néo-journaliste a un capital confiance très important, aussi important que les Gilles Boulot ou les Anne-Sophie Lapix dans les médias traditionnels. Ça permet d'élargir aussi, mais bien sûr, les cibles différentes, et des gens qui ont envie de s'informer différemment. Exactement. Mon propos, c'est
nous nous inscrivons dans un modèle pérenne, que ce soit économiquement ou créativement. Dit simplement, Justine Rist, un créateur de contenu court sera mieux rémunéré sur YouTube que sur TikTok? En fait, notre principe, c'est tout le monde peut avoir accès à cette rémunération, à ce modèle. Donc, si un créateur, vous savez, on n'est pas dans une logique d'éphémère, de l'instantané. C'est un peu toute la distinction que je fais entre des influenceurs qui sont dans l'éphémère, dans l'instant, et les créateurs qui sont dans le temps long. Je reviens toujours, encore une fois, sur cette création d'économie. Vous aimez avoir les deux comme clients. Mais bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, vous avez des créateurs shorts qui arrivent sur la plateforme, qui cohabitent avec des créateurs longue forme. On va publier fin de cette semaine notre top 100 des chaînes les plus suivies sur YouTube et vous allez voir que nous avons un mix formidable entre des créateurs short form et des créateurs longue forme. Bon, cette montée en puissance des abonnements, je reviens là-dessus. Vous aimez beaucoup parler des abonnements. Non, bah ça c'est intéressant, c'est un changement du modèle aussi. Je veux dire, c'est pas un changement du modèle, c'est vraiment une évolution. Oui, une évolution. Voilà, pour répondre à un besoin. Non, mais pour l'industrie musicale, je pense aussi, on parle des Bien créateurs, sûr. je pensais à ça en fait. Ma question était là, sur dire que pour l'industrie musicale, c'est beaucoup d'argent. On a souvent reproché aux plateformes de reverser des quenouilles. En fait, quand on voit les montants en jeu, 6 milliards de dollars sur un an, 2 milliards de plus, on se dit que les montants maintenant sont importants. Mais bien sûr. Et vous avez, pour certaines entités dans le monde de la musique, YouTube est devenu le premier contributeur en termes de revenus. C'est d'ailleurs notre objectif. Là, on a changé de monde pour le coup. Mais bien sûr. Enfin, vraiment, à partir de... Nous, on a plusieurs manières de rémunérer. Ce modèle où plus de la moitié des recettes sont reversées aux détenteurs des chaînes, ça vaut pour le monde de la musique, ça vaut pour un reversement sur l'abonnement, un reversement sur le premium. On collabore avec toutes les entités de gestion collective comme la SACEM, tous les grands labels, publishers, majors, les Universal, les Warner, etc. Believe. C'est intéressant de voir Believe, quand même fleuron de l'industrie française, une entreprise qui d'ailleurs est jumelle à YouTube puisqu'elle est née en 2005, qui a aujourd'hui plus de 1500 employés, qui est cotée en bourse et pour qui YouTube est une source de revenus extrêmement conséquente. Donc 6 milliards de dollars reversés à l'industrie musicale cette année, c'est 50% d'augmentation par rapport à l'année précédente. On est un contributeur extrêmement sérieux à l'industrie musicale. J'ai dit ce rapport, cette étude Comscore, les Français passent 36 minutes par jour devant YouTube, mais ça prend en compte Netflix, TikTok ou c'est cette étude? Alors, cette étude, c'est ce qu'on appelle une mesure de la DEI, durée d'écoute individuelle de chacune. Quels que soient les écrans. Voilà, et c'est ça qui est important. C'est sur tous les écrans. En l'occurrence, nous, il y en a 4 qui nous intéressent. Le mobile, la tablette et l'écran télé, l'ordinateur et l'écran de télévision. Tout vous intéresse au final. Partout où YouTube est consommé en fait. Et effectivement, cette étude de Comscore qui arrive à ces 37 minutes quotidiennes nous met première. Il y a Netflix et TikTok ou pas là-dedans? Chaîne de France. C'est la question que je me posais. Il faut regarder sur le classement. Il y a toutes les grandes chaînes françaises. Et il faudrait regarder si Netflix et TikTok y sont. Je ne suis pas sûre. Je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas sûre. Bon. Je ne suis pas sûre. Puisqu'on parle de TikTok, on va encore en parler 2 secondes. Comment vous expliquez ce raz-de-marée de TikTok? Quand même, c'est fou. 1 milliard d'utilisateurs. Qu'est-ce qui fait, encore une fois, que chez les ados, pourquoi est-ce que TikTok a réussi? Moi, je pense que ce n'est pas un raz-de-marée TikTok. C'est un raz-de-marée de l'appétence à la création sur des formats courts. Et encore une fois, quand je vois sur notre cas de figure, Shorts, lancé depuis 2 ans, aujourd'hui 30 milliards de vues quotidiennes, 1,5 milliard d'utilisateurs chaque mois, en 2 ans d'existence, ça montre bien qu'il y a une nouvelle forme de création qui intéresse le plus grand nombre. Et d'ailleurs des jeunes et des moins jeunes créateurs, parce que nous on voit bien sur la plateforme, on est de 7 à 77 ans, on répond vraiment à ce besoin de comment est-ce que le storytelling, le format du storytelling évolue et comment répondre à ça. Donc ce n'est pas une révolution d'un acteur en particulier, c'est vraiment une révolution de la création. Après, la montée en puissance est fulgurante. On rappelle les chiffres. YouTube, 2,4 milliards d'utilisateurs. TikTok, 1 milliard. Il y a une dynamique de 500 000 nouveaux abonnés TikTok chaque jour. Juste la question, c'est si on prolonge les courbes, est-ce qu'il y a un risque que TikTok détrône YouTube? Alors, encore une fois, nous, on n'est pas du tout dans cette logique monoproduit. Quand je vous expliquais un peu la genèse, et si je regarde l'ordre, la chronologie de l'évolution de YouTube, 2005, on arrive.
vous pouvez partager de la vidéo avec le plus grand nombre. 2011, on peut faire du live. Donc là, je peux faire 15 heures de stream sans limitation. Je peux le regarder depuis la télévision. 2018, YouTube Premium, l'abonnement. 2020, YouTube Shorts, le format court. Et en fait, 2022, on est vraiment à ce moment-là, pivot, où on est non seulement la première destination vidéo de France, mais qui s'inscrit dans une logique multiformat, que je veuille faire du 15 secondes, du 15 minutes ou du 15 heures, je m'inscris exactement dans cette exhaustivité du champ des possibles, et je ne suis pas simplement, Shorts pour nous n'est pas une fin en soi. Donc voilà, on ne raisonne pas du tout dans cette dimension-là. Acteur de niche, TikTok, acteur de niche. Certains acteurs vont être sur un certain segment. Eh bien nous, c'est aussi la force d'une empreinte de 15 ans d'existence, 17 ans d'existence. 17 ans d'existence dans le monde de la tech, c'est juste énorme. Et on a passé cette courbe de maturité suivant les usages. Je n'ai pas parlé de la responsabilité de YouTube en France et dans le monde, mais notre capacité à lutter contre la désinformation, à lutter contre le piratage, à avoir ce modèle économique. Il y a toujours ce reproche qui est fait aux GAFA de ne pas en faire suffisamment. Oui, aujourd'hui, YouTube est absolument... Pour la modération des contenus, pour la désinformation. C'est un travail qui est de longue haleine. Vous pourriez mieux faire? En fait, c'est une priorité absolue, travail continu. Avec des moyens absolus? Avec des moyens, alors je voulais dire, c'est vraiment quand je dis priorité absolue, c'est notre CEO Suzanne Wojcicki en fait ça P0, Priority Zero, dans toute sa feuille de route chaque année. Et donc aujourd'hui, non seulement on est capable d'avoir des technologies qui neutralisent tous les contenus qui n'ont pas lieu d'être sur la plateforme, c'est 94% des contenus qui n'ont pas lieu d'être sont neutralisés par les technologies. Combien de temps ? Les 2 tiers d'entre eux font moins de 10 vues sur la plateforme. Quand vous êtes à 700 heures de contenu téléchargé par minute, vous imaginez la productivité entre guillemets. Ensuite, on a des équipes de modérateurs. Donc ça, ce sont des équipes humaines, 20 000 dans le monde. C'est quasiment 15% des employés de Google dans le monde qui sont chargés de faire ce dernier kilomètre, des contenus qui peuvent faire appel, des créateurs qui peuvent faire appel d'une décision de la plateforme, et ce sont ces modérateurs qui vont arbitrer. On travaille avec des associations, on appelle des trusted flaggers, qui ont des outils de signalement prioritaire, et leur signalement passe en priorité. Je pense à e-enfance. On a un rapport de transparence publié chaque trimestre. Sur le dernier trimestre, c'était 5 millions de vidéos supprimées, plus de 5 millions de chaînes, c'était 730 millions. Le job est fait, vous écoutez ou... le job est fait, et il y a toujours... c'est une constante préoccupation parce que voilà, malheureusement, les défis sont grands, mais le job est... voilà, on est très, très heureux de voir tous ces chiffres et de montrer une transparence sur nos actions aussi. C'est ça qui est très important. Bon, merci de passer nous voir. Donc, Justine Rist, directrice générale donc, de YouTube pour la France, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci David, merci.